L'équation énergétique est la suivante. L'électricité, c'est compliqué. Le pétrole, c'est rare. Le nucléaire, c'est dangereux. Les énergies renouvelables ne sont pas efficaces. L'énergie libre n'existe pas. À ces principes de base viennent s'ajouter deux autres données essentielles. La menace d'une pénurie et la menace d'une catastrophe. Nos maîtres jouent en alternance avec ces différents leviers pour continuer en toute impunité le racket des peuples. Dans les années 60, alors que l'essence ne coûtait pas grand-chose, les gardiens du troupeau, en s'appuyant comme toujours sur la science et les médias aux ordres, ont commencé à nous parler de pénurie de pétrole. On produisait alors 30 millions de barils par jour. Un baril, c'est 136 kilos. Dès les années 70, une propagande de peur s'est enclenchée. L'épuisement des réserves était annoncé pour le début des années 2000. S'en est suivi 3 chocs pétroliers successifs en 71, 78 et 2008 qui ont eu pour effet de faire flamber les prix. Les taxes ont suivi et tout le monde s'est rincé sur le dos de qui vous savez. Aujourd'hui, le pétrole est un des piliers les plus importants de leur système de domination diabolique. Mais ce qui est fascinant avec le pétrole, c'est qu'il y en a toujours. On nous explique que les moteurs sont beaucoup plus économiques, qu'on a découvert de nouvelles nappes, que les techniques de forage ont connu d'énormes progrès. Certes, mais les consommateurs chinois et indiens sont massivement arrivés sur le marché. Cela représente tout de même des milliards d'individus. Et curieusement, l'évolution de l'offre a toujours suivi la courbe exponentielle de la demande. Aujourd'hui, la production de pétrole est supérieure à 100 millions de barils jour. C'est magique de la part d'une énergie fossile se développant sur des dizaines et centaines de millions d'années et dont on nous dit depuis toujours que le stock est limité. L'énergie fossile, la belle affaire. Dès qu'on me parle de fossiles, j'ai tous mes warnings qui se mettent à clignoter. Vous vous souvenez, je vous ai dit lors d'un précédent épisode qu'il n'y avait pas forcément besoin de millions d'années pour transformer de la matière organique en pierre. Il suffit en effet que les conditions soient propices à la minéralisation. Voici justement un article de vulgarisation scientifique paru dans Science Post le 11 février 2020 et qui vient confirmer cette hypothèse de la plus curieuse et triviale des manières. Le journaliste scientifique nous apprend qu'une fosse d'aisance a été retrouvée à Londres. Cette fosse aurait été utilisée par les Londoniens entre le XIVe et le XVIe siècle. Jusque-là, rien de très exceptionnel. Le journaliste souligne l'intérêt de ce genre de découvertes qui peuvent contenir de nombreux indices sur les régimes alimentaires et la santé de celles et ceux qui les utilisaient. S'ensuit alors la description des objets découverts, peignes en os utilisés pour éliminer les poux et même le squelette d'un chien. Encore une fois, rien que des objets usuels qu'on aurait jetés là pour s'en débarrasser. Mais entre deux éléments fuse une information qui paraît anodine, mais que j'ai relevée aussitôt. Les chercheurs ont ensuite passé un mois entier à étudier les environs. Et plus ils creusaient, plus ils s'enfonçaient. Les anciennes matières fécales s'étaient transformées en pierre, explique-t-il. Fermez les guillemets. On voit donc bien que si les conditions sont réunies, la matière organique ne met pas des millions d'années à se fossiliser. Ici, il est prouvé que quelques siècles suffisent. Mais vous allez voir que le processus de fossilisation peut se faire rapidement. Eric Hamilton décrit son examen d'un tronc d'arbre pétrifié en Alberta, au Canada. Donc je cite, « La pièce était en silice, claire, pure à l'intérieur. Elle était recouverte d'une croûte opaque, plus rugueuse de sable partiellement fondu. L'arbre dont la souche était pétrifiée était vivant il y a 5 ans. Après que l'arbre ait été abattu pour accueillir l'emprise d'une nouvelle ligne de transport d'électricité, une rupture accidentelle a permis au fil haute tension
sous tension, d'entrer en contact avec plusieurs souches d'arbres encore dans le sol. Le courant a été coupé quelques heures après la pause. Toutes les racines des arbres qui ont touché le fil cassé ont été fossilisées. D'autres scientifiques se sont joints à leurs recherches jusqu'à la découverte d'une espèce de bactérie particulièrement propice à la transformation quasi instantanée des animaux en fossiles. Et l'article d'ajouter une chose importante, je cite, « C'est une espèce de bactérie que nous pouvons cultiver en laboratoire ». L'essentiel, à mes yeux, c'est de comprendre et d'accepter l'idée que la fossilisation ne demande pas nécessairement des millions d'années comme le prétend le dogme scientifique. Ainsi, avec des bonnes bactéries pour faire le job, on peut obtenir ce résultat en quelques heures. Mais je reviens au sujet de tout à l'heure, qu'en est-il du pétrole? On connaît parfaitement le mécanisme de formation du pétrole. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, rassurez-vous. Mais voici quand même les conditions requises pour sa production. 1. Une forte productivité de matière organique, car le pétrole va dériver de la décomposition de matière animale ou végétale. Il faut que cette décomposition soit concentrée et qu'elle ne soit pas complète. Des molécules organiques sous forme de grandes chaînes carbonées doivent subsister. Ces sédiments doivent se retrouver enfouis sous terre, c'est-à-dire ils doivent mariner en milieu fermé, autrement dit dans un milieu dépourvu d'oxygène. Les côtes océaniques, mais aussi les anciennes forêts tropicales, sont des sites privilégiés pour la formation du pétrole à l'état naturel. Deuxième condition, une forte présence de micro-organismes, plancton, sédiments charriés par les fleuves, ou champignons et bactéries, qui, nous l'avons vu, jouent un rôle essentiel dans la formation du pétrole. Si le mécanisme est bien connu des scientifiques, malheureusement, la plupart d'entre eux n'envisagent pas ce processus autrement que dans des conditions naturelles, considérant que, de toute façon, la transformation ne peut s'opérer qu'à travers des millions d'années. C'est une terrible erreur. S'ils avaient la curiosité de reproduire ces conditions en laboratoire, ils se rendraient compte qu'ils peuvent reproduire du pétrole avec n'importe quelle matière organique, détritus, épluchures de pommes de terre, gazon, et cela en quelques heures. Vous ne me croyez pas, le procédé est pourtant simple. Vous avez certainement oublié l'allemand Kolb, qui pouvait déjà produire du pétrole par électrolyse en 1849. En 2011, Grégoire Kaplan s'en souvenait encore avec son carburant K, produit à partir de n'importe quel déchet végétal. Comme il le reconnaît lui-même, je cite, « Je n'ai rien inventé, j'ai simplement mis bout à bout 3 procédés qui figurent dans tous les bons livres de chimie depuis plus d'1 siècle. » Mais vous l'avez sans doute oublié lui aussi. Pourtant, avec son procédé, 4 kilos d'herbes sèches donnaient 1 kilo d'or noir en moins d'une semaine. Vous imaginez les tonnes de pétrole que nous pourrions produire juste en récupérant le gazon chez les particuliers? Seulement, voilà, pour nos élites, entre tondre le gazon et tondre le mouton, le choix a été fait. Qui se souvient de l'iroline et la solution de Prudhomme Oudry concernant un pétrole artificiel produit dès 1920? Vous pouvez lire cet article du magazine L'Illustration, daté de 1927, en faisant pause sur la vidéo, article disponible sur l'incontournable site Quantum de Jean et Bernadette Suarez, que je salue ici chaleureusement. En 1927, les enjeux autour du pétrole étaient déjà les mêmes qu'aujourd'hui. Menace d'une possible pénurie, dépendance aux pays pétroliers et pression des firmes puissantes jalouses de leur monopole. C'est toujours la même histoire, tout est dit, rien n'est caché. Vous ne vous souvenez sans doute pas non plus du pétrole inépuisable, écologique et bon marché développé dès les années 50 par le docteur Jean Legrée.
lui aussi un scientifique, éminent médecin spécialiste de la microbiologie chargé de conférences à la chaire de bactériologie à la faculté de médecine de Paris de 1935 à 1937. En 1936, il est envoyé en mission en Espagne par la SDN, l'équivalent de l'ONU à l'époque, pour étudier les moyens de prévention des maladies infectieuses. Sur sa fiche Wikipédia, qui s'étend en long et en large sur sa carrière médicale remarquable, une seule ligne, curieusement, à propos de ses recherches sur le pétrole. Wikipédia nous apprend que, révoqué par le gouvernement de Vichy en 1941, il est chargé de cours à la faculté de médecine d'Alger et travaille parallèlement, j'apprécie beaucoup le parallèlement, sur la fabrication d'hydrocarbures à partir de bactéries anaérobies du sol. L'encyclopédie en ligne n'en dit pas plus. Pourtant, sa découverte a donné des résultats si prometteurs qu'un projet d'implantation d'un bain de production a même été envisagé en Algérie. Ce projet, né durant la guerre, période de tous les possibles en matière de recherche, puisqu'on manquait cruellement de tout, est finalement abandonné dans les années qui suivent la libération. On nous expliquera que le pétrole était si peu cher à l'époque que la production industrielle d'un pétrole artificiel n'était pas rentable. Pas rentable pour qui? Avec son procédé, le docteur Legré produisait un pétrole d'excellente qualité par l'action des bactéries sur des acides gras, mais également des boues d'épuration, du savon et des feuilles mortes. Les rendements s'élevaient jusqu'à 70%, c'est-à-dire que 10 tonnes de déchets pouvaient produire jusqu'à 7 tonnes de pétrole. Ce que nous promettait le docteur Legré, couvrir plus de 10 fois les besoins énergétiques de la France par la valorisation de nos déchets ménagers, agricoles et industriels. Une malédiction semble s'abattre à chaque fois qu'il est question de fabriquer du pétrole. Cette malédiction, c'est une politique de confiscation généralisée des énergies par les puissances industrielles et financières avec la complicité des États qui y trouvent leur compte par le biais d'une surtaxation. Face aux manipulations des puissances de l'ombre, à chaque fois qu'une nation renonce à ses droits fondamentaux, que ce soit à son autonomie énergétique ou aux libertés publiques, qui par compromis, les instances politiques, qui par intérêt, les corps de métier, qui par peur, le peuple, il est presque impossible de faire marche arrière. C'est pourquoi je vous le dis, les populations doivent faire très attention lorsqu'elles acceptent d'abandonner même une fraction infime de leur liberté pour un peu plus de sécurité. Car cette liberté ne revient jamais. Il ne faut donc pas prendre ces choses-là à la légère. Vous êtes prévenus. L'équation énergétique est la suivante. Le pétrole, c'est rare. L'électricité, c'est compliqué. Le nucléaire, c'est dangereux. Les énergies renouvelables ne sont pas efficaces. L'énergie libre n'existe pas.